Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je te retrouve aujourd'hui pour le podcast de la semaine qui fait suite à celui de la semaine précédente. Dans lequel j'expliquais ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on en arrive à hurler sur notre enfant, ou en tout cas à être hors de nous, lorsqu'on voit qu'en fait c'est plus fort que nous ce qu'on fait. Donc j'ai fait un schéma sur le fonctionnement du cerveau entre la réception d'une information jusqu'à la réaction qu'on va émettre. Donc ça y est, ce schéma il est fini parce qu'il n'était pas fini au moment du podcast précédent. Je vais le mettre en lien, en description de ce podcast et dans la description du podcast précédent aussi, bien sûr. Donc pour résumer le podcast précédent dans lequel j'explique ça, ce qui se passe dans notre cerveau, en fait ces moments-là, ces moments où on hurle, où on est hors de nous, ils se manifestent en fait quand on est sous stress, sous un fort stress. Soit parce que le cerveau, il estime à ce moment-là qu'on est face à un danger immédiat. Il estime, ça ne veut pas dire qu'on est devant un danger avéré, mais en tout cas, lui, il estime que c'est un danger immédiat. Et ça fait référence à un de nos besoins qui n'est pas rempli, celui de se sentir en sécurité. Soit parce qu'on est en surcharge émotionnelle ou que d'autres besoins ne sont pas remplis. Donc notre cerveau, dans ces deux cas-là, il déclenche un état de stress pour réagir. Ce sera une réaction avec une certaine forme de violence qui fait bien référence à l'idée que là c'est urgent, en fait c'est vital de se décharger ou en tout cas d'entrer en action de façon plutôt vive en fait, parce que on hurle rarement doucement. Ces états de stress ils sont provoqués par un contexte actuel, présent, mais ça peut aussi se manifester lorsque le contexte actuel justement, ce que fait l'enfant dans notre cas, ça nous renvoie à un moment de stress ou de danger qui a été vécu dans notre passé et qui nous a marqué. Donc voilà, pour essayer de rapidement faire le résumé de ce qu'on peut ressortir du podcast précédent. Donc l'idée du podcast d'aujourd'hui, ce serait de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'éviter au maximum ces moments de hurlement et de non-contrôle de soi. Donc l'idée, ce serait donc de passer le plus possible par notre cerveau rationnel. Donc pour ça, il faut donc éviter d'entrer dans un état de gros stress. Et donc pour ça, je te propose différentes idées. La première, ce serait, et elle paraît logique, remplir tes besoins pour que ton cerveau ne s'en charge pas à ta place. Et également pour ne pas accumuler des tensions ou des émotions. Donc pour remplir ces besoins-là, on peut passer par différents moyens. Identifier tes émotions et tes besoins. Par exemple, tu peux te dire, tiens, là, si je m'écoute, là, j'ai vraiment besoin de me reposer. Si vraiment j'essaye de me rendre compte de ce qui se passe dans mon corps, si on me demandait, tiens, qu'est-ce que tu veux là, qu'est-ce que tu voudrais si tu pouvais avoir tout ce que tu veux, tu peux te dire que là, j'ai besoin d'être seule, de m'isoler, ou j'ai besoin de contact physique, etc. Le deuxième point serait de connaître tes limites et identifier les moments où tu es en train de les atteindre. Par exemple, pour reprendre l'exemple du podcast précédent, qui était un moment où, par exemple, ton enfant il renverse pour la 10e fois la boîte de Lego au sol, et dans ce moment-là, tu peux te rappeler que tu es sensible au bruit, voilà, c'est quelque chose que tu connais de toi, et tu peux te rendre compte, dès la 7e fois où il renverse le Lego, que le bruit des Lego au sol, là, ça commence à t'agacer. Tu vois, là, ça y est, ça commence à monter, voilà. Le point suivant, ce serait du coup de mettre en place une solution avant que ça ne dégénère, bien sûr, par exemple. Dans le cas des Legos au sol, par exemple, poser un tapis au sol pour que le bruit soit amorti, ou alors proposer à l'enfant de jouer plus loin, ou alors soi-même s'éloigner, en fait. Un autre point, une autre idée qu'on peut mettre en place, c'est d'anticiper le contexte dans lequel ce stress peut arriver. Par exemple, tu peux te dire que tu as remarqué que c'est surtout le soir, avant le repas, parce que justement t'es crevé ta journée et en plus t'as faim, c'est à ce moment-là que les bruits t'agacent le plus et que du coup t'es moins patient. Du coup ça te permet de préparer le terrain. Tu peux par exemple te dire tiens je vais les déléguer à mon conjoint ou ma conjointe certaines tâches pour que moi je puisse m'isoler de ce bruit, ou alors tiens je vais préparer un apéro ou un encas
pour que j'ai moins faim, comme ça je serai moins irritable. Voilà, etc. D'autres, ça peut être n'importe quoi en fait, qui peut te permettre justement d'anticiper. Parce que ce qui se passe souvent, dans les cas assez classiques, ce qui se passe c'est que en fin de journée, nous on est fatigué, on a accumulé des tensions, du stress, et une fois qu'on est rentré à la maison, on a besoin de repos, de calme, de détente, tout simplement pour reposer notre corps et notre esprit. Mais en parallèle, on a nos enfants qui, eux aussi, ont cumulé du stress, de la retenue émotionnelle durant leur journée en crèche ou à l'école, par exemple. Et une fois avec nous, ils vont avoir, eux, besoin de se décharger, de faire sortir un trop-plein. Et pour ça, ils vont avoir besoin de le faire par des comportements vifs et actifs, être dans l'action. Donc là, tu vois, on est du coup dans une situation qui s'oppose. Le parent, il a besoin de calme et l'enfant, lui, il a besoin d'extérioriser. Donc du coup, les deux, ils sont parfois super difficiles à concilier à fond. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est vraiment difficile de concilier des besoins qui sont vraiment en opposition. Donc on pourrait se rappeler que nous, adultes, en fait, on a des besoins, bien sûr, et qu'on va s'en occuper, mais que nos enfants, eux, ils peuvent pas faire autrement, en fait, que de répondre à leurs besoins. Ils n'ont pas la capacité cérébrale, la maturité cérébrale pour le faire, pour patienter en fait. Donc on peut se préparer psychologiquement en arrivant du boulot, par exemple. Moi je sais que le trajet du retour, quand je rentrais du boulot, j'avais 30 minutes de voiture à faire, voilà. Et ces 30 minutes, moi c'était un sas assez efficace pour décompresser de ma journée et en même temps me préparer à ma deuxième journée qui allait commencer, ma journée de maman. Donc c'était un sas qui me permettait déjà de me préparer. Et puis aussi, on peut proposer à l'enfant, quand on le récupère de la crèche ou de l'école, on peut lui proposer un moment de décharge. Moi, par exemple, quand j'allais chercher mon fils aîné à la crèche, je rentrais jamais directement à la maison. Je lui proposais toujours une balade. Comme ça, il pouvait courir, il se dépensait. En fait, il se mettait en mouvement, en action. Ça lui permettait d'extérioriser, de faire sortir des choses. En fait, voilà, ça c'est un exemple que je mettais moi en place pour mon enfant, mais ça peut être n'importe quelle autre idée qui permet à l'enfant d'évacuer physiquement ce qui a été accumulé émotionnellement. Donc je reviens sur les idées qui permettent d'éviter de passer par un chemin de gros stress cérébral. Je te propose l'idée de remplacer les messages de ton cerveau, parce qu'en fait notre cerveau c'est un accumulateur de messages. Sur le schéma que je mets en lien, les messages, c'est ce que j'ai appelé dans mon schéma des concepts, en fait. Et donc, en fait, par exemple, si tu as grandi dans un environnement où on t'a fait comprendre qu'il fallait être sage et silencieux, parce que sinon on ne t'aimerait pas, alors bien souvent, bien sûr, c'est pas dit comme ça, les parents ils nous disent pas si t'es pas sage, je t'aime pas, mais en fait, c'est très souvent comme ça que le cerveau il enregistre. Donc du coup, le message inscrit dans ton cerveau, de façon très profonde d'ailleurs, il sera probablement de l'ordre de... donc en fait, faire du bruit, ça te rend non aimable, donc pas capable d'être aimé. Enfin, voilà. Et donc tu pourrais, maintenant que tu es adulte, avoir des réactions de stress lorsque ton enfant il fait du bruit. Alors ça c'est bien quand tu as pu identifier un message du passé, parce qu'en fait on est très peu conscient finalement de nos messages et de nos comportements qui sont liés à notre passé. Mais au pire, c'est pas grave en fait de pas faire le lien entre un message et sa provenance. C'est juste déjà vachement cool déjà si on arrive à identifier un message qui nous pose problème pour qu'ensuite on puisse faire un max de choses pour le modifier en fait. Par exemple, si tu supportes pas le bazar chez toi, que la boîte de Lego qui justement elle s'éparpille sans arrêt partout, ça t'irrite parce que tu as un fort besoin de contrôle, de contrôler l'ordre et le rangement de ta maison, et sans pour autant savoir d'où elle te vient cette obsession. C'est déjà une bonne chose en fait d'avoir conscience de ce message qui dit qu'une maison bien rangée c'est hyper important. Et du coup, si ce message il te pose problème, il te handicape dans ta vie, eh ben tu peux peut-être rêver de t'en débarrasser. Donc j'avais lu dans un livre, et du coup je sais plus lequel c'est, je crois que c'était pour une enfance heureuse de Catherine Guéguen, mais je ne suis plus sûre en fait. Dans ce livre, c'est écrit qu'il faut 4 mois pour qu'une phrase répétée relativement régulièrement, elle soit profondément ancrée en mémoire. Donc, par exemple, si durant 4 mois, on répète à ton enfant de façon assez régulière le fait qu'il est maladroit, et ben c'est bon, au bout de 4 mois, il a intégré que ça fait partie de lui, que c'est une vérité, et donc son cerveau, il a enregistré qu'il est maladroit.
Donc, l'idée, ce serait de créer de nouveaux messages pour qu'en fait les anciens soient caducs. Hein. Alors, c'est extrêmement difficile de détruire des messages anciens, c'est extrêmement difficile d'en créer des nouveaux. Enfin, c'est surtout difficile de détruire les messages anciens, c'est plus difficile ça que d'en créer des nouveaux. Du coup, l'idée, ce serait de se créer des nouveaux messages en se répétant des phrases, des messages positifs surtout, que l'on souhaiterait ancrer profondément dans notre cerveau. Parce que les mots, ils ont une puissance extrêmement forte, extrêmement phénoménale, et ils peuvent être autant des poisons que des tremplins. Par exemple, une phrase que tu peux te répéter, c'est un exemple lié au problème des Legos au sol, ou le fait que le bruit t'insupporte. Je parle de bruit parce qu'en fait c'est quelque chose qui m'est très personnel, j'ai énormément de mal avec le bruit, je suis extrêmement sensible au bruit. Donc du coup tu peux te répéter comme phrase, le bruit est inoffensif. Ou par exemple tu peux te répéter une phrase du genre, mon enfant il expérimente, et son cerveau il sera mature plus tard. Voilà, c'est le genre de message où on essaye d'éviter au maximum les pas, les ne pas, les négations, les choses négatives, que des mots en fait positifs. Parce que vraiment, je répète, les mots sont extrêmement puissants. Le cerveau fonctionne essentiellement par ça. Hein. Les mots, les comportements, les choses qu'il voit, mais énormément par ce qu'il entend. Et ce qu'il interprète de ce qu'il entend, bien sûr. D'où l'importance d'y mettre que des mots positifs pour qu'il n'ait pas à interpréter autre chose que les mots qu'on lui donne. Alors, au-delà de ces phrases positives à se répéter de manière, je te dirais, le plus souvent, que ce soit plusieurs fois par jour ou par semaine, peu importe. Et puis, bien sûr, en parallèle, il y a toutes les sortes d'approches qui peuvent te parler, comme l'hypnose, les thérapies diverses, la méditation, etc. Toutes ces approches, en fait, qui viseraient à prendre conscience de choses inconscientes pour que ces choses-là, elles deviennent accessibles et donc modifiables dans un certain degré, mais quand même modifiables, tu vois. Et donc, ça permet, toutes ces approches-là, d'agir sur l'inconscient pour y marquer de nouveaux messages qui te correspondent à toi, en fait. Voilà. Pas ce que les autres ont voulu te mettre comme message. Moi, perso, par exemple, moi, je me répète un paquet de messages positifs tous les jours, en fait. Et j'en parlerai très probablement dans un autre podcast, des messages positifs à se répéter, les phrases positives. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui sur les idées qui permettent d'essayer d'éviter de passer par des chemins de stress cérébraux. J'en ai encore d'autres que je te livrerai dans un prochain podcast parce que j'ai envie de te laisser le temps déjà de digérer cela, de voir si ça te parle, ce que je te dis, de voir si ça t'intéresse, si ça te donne envie d'essayer, si ça te motive, je sais pas. Donc voilà, le temps de digérer un peu tout ce que je viens de dire parce qu'en fait, mine de rien, ça fait un moment que je parle, et puis c'est peut-être un peu lourd en fait, je me rends jamais compte en fait si je dis des choses trop lourdes ou pas. Du coup je préfère te laisser un peu le temps de digérer tout ce que je viens de dire, et puis je continuerai sur d'autres idées pour toujours dans cette optique de moins hurler et moins en arriver à des moments où on est hors de soi. Et sur ce, je te dis à très vite, je te souhaite un super week-end, salut.